Alors aujourd'hui, on plonge dans le monde d'un insecte qu'on pense bien connaître, mais qui est en réalité une machine de prédation assez incroyable. La libellule. Oui, c'est ça. On a regardé pas mal de sources et ce qui ressort, c'est une efficacité assez stupéfiante. Ah oui, et tenez-vous bien, le chiffre clé, c'est le taux de succès à la chasse. Il approche les 100%. C'est presque parfait, ouais. Quand on compare, Bah oui, les faucons pèlerins, c'est quoi, 23%? Et même les lions, ils réussissent moins d'une fois sur trois. exactement. Moins de 30%, alors ça pose question. Clairement, comment cet insecte, qui a l'air si fragile, atteint cette perfection? Alors pour comprendre, faut remonter un peu, enfin beaucoup même. L'ordre des odonates, ça existe depuis à peu près 320 millions d'années. 320 millions d'années. C'est vertigineux. Oui. Et les fossiles montrent des libellules, parfois géantes. Imaginez 70 centimètres d'envergure. 70 centimètres. Mais c'est énorme. Comparé à aujourd'hui? Aujourd'hui, le maximum, c'est autour de 16 centimètres. Alors pourquoi cette réduction de taille? Peut-être une baisse de l'oxygène dans l'atmosphère? Hmm. Ou la compétition? Oui, la compétition avec les nouveaux venus, les oiseaux, les dinosaures volants. C'est une des hypothèses. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est leur nom, Odonata. Ça veut dire ceux qui ont des dents. Ah, ça annonce la couleur depuis le début alors. Exactement. La prédation, c'est dans leur ADN depuis toujours. Bon alors, décortiquons ça. Comment elles volent, justement? Parce que c'est là une partie de la clé, j'imagine. Tout à fait. Leur mécanique de vol est assez unique. Elles ont ce qu'on appelle des muscles de vol directs. Direct, c'est-à-dire. C'est-à-dire que les muscles sont directement attachés à la base des ailes. C'est rare chez les insectes. La plupart ont des muscles indirects qui déforment le thorax pour faire battre les ailes. D'accord. Et ça change quoi, concrètement? Et ben, ça leur donne un contrôle indépendant sur chacune des quatre ailes. C'est un peu comme si on pouvait bouger chaque bras et chaque jambe totalement séparément et finement. Oui, je vois. Une agilité décuplée. Exactement. Une agilité hors norme, vol stationnaire parfait, accélération foudroyante, virage hyper serré. Elles peuvent même voler en arrière. Vous voulez en arrière? C'est fou. Oui. Et elles modulent le battement. Contre-battement pour le stationnaire, déphasé pour la vitesse, et elles vont vite, plus de 50 km/h. Ah oui. Et puis synchronisées pour la puissance, pour accélérer ou tourner sec. Elles peuvent même planer. Et les ailes elles-mêmes, elles ont des particularités, non? J'ai lu quelque chose sur une petite masse au bout. Ah oui, le pterostigma, cette petite cellule souvent colorée, là sur le bord avant, près de l'extrémité de l'aile. C'est juste esthétique ou? Pas du tout. C'est une masse très précisément placée. Elle sert à contrebalancer les vibrations de l'aile à haute vitesse. Ça évite un phénomène dangereux qu'on appelle le flottement aéroélastique, le flotteur. D'accord, une sorte d'amortisseur, quoi. En quelque sorte, oui. Et grâce à ça, elles peuvent voler 10 à 25% plus vite sans que l'aile ne risque de flancher ou vibrer de façon incontrôlée. Malin. Et la structure de l'aile aussi. Ces nervures. Oui, et les nervures forment des corrugations, comme des plis, un peu comme du carton ondulé. Ça rend l'aile très rigide, très résistante à la torsion et à la flexion, sans ajouter beaucoup de poids. Et donc légèreté et rigidité. Voilà, ça optimise la portance et la résistance structurelle. C'est un petit bijou d'ingénierie naturelle. Et cette maîtrise du vol, on essaie de s'en inspirer, j'imagine. Ah oui, beaucoup. Pour les micro-drones notamment. Copier cette capacité à naviguer dans des espaces complexes avec autant de précision et d'agilité, c'est un peu le Graal pour les ingénieurs. Passons à un autre atout majeur. La vision. Là aussi, c'est assez spectaculaire. On peut le dire, leurs yeux sont énormes, ils couvrent une bonne partie de la tête. Ce sont des yeux composés, formés de milliers de petites facettes, les omatidies. Combien? Des milliers, vous dites? Jusqu'à 30 000 par œil pour certaines espèces. 30 000. Oui, et ça leur donne un champ de vision panoramique, quasiment à 360 degrés. Elles voient presque partout en même temps. Incroyable. Et la perception des couleurs, la sensibilité? Très performante aussi. Chaque omatidie peut contenir plusieurs types de pigments visuels, les opsines. Elles en ont 4 ou 5 différentes, contre 3 pour nous. Donc, elle voit plus de couleurs. Oui, leur spectre va de l'orange jusqu'à l'ultraviolet, que nous, on ne voit pas. Et surtout, elles sont extrêmement sensibles au mouvement. C'est-à-dire? Le moindre déplacement d'une cible qui bouge sur seulement 2 ou 3 de ces milliers de facettes, eh bien ça suffit pour qu'elles le détectent. D'accord. Et il y a une spécialisation dans l'œil même.
Oui, c'est fascinant. La partie supérieure de l'œil est plus sensible au contraste pour repérer une proie qui se détache sur le ciel lumineux. La partie inférieure et médiane, elle, est plus axée sur la perception des couleurs, peut-être pour identifier des congénères ou des proies posées. Tout ça nous amène à leur stratégie de chasse. Si on met tout bout à bout, vol agile, vision panoramique, comment ça se traduit en action? Alors, la stratégie principale, et c'est là que c'est très fort, c'est l'interception. L'interception. Pas juste une poursuite. Non, pas comme un chien qui court après une balle en suivant sa trajectoire actuelle. La libellule, elle, calcule la trajectoire future de sa proie. Elle anticipe. Exactement. Elle prédit où la proie va se trouver dans un court instant et elle vole directement vers ce point de rencontre. C'est incroyable. C'est plus complexe, non? Ça demande plus de calcul au cerveau. Oui, c'est plus exigeant cognitivement, mais c'est beaucoup plus efficace et surtout plus économe en énergie que de devoir constamment corriger sa propre trajectoire pour suivre une cible mobile. D'accord. Et ça marche? Ça marche incroyablement bien. On pense qu'il y a une sorte de câblage direct, ultra rapide, entre le système visuel et les muscles du vol pour permettre cette réactivité et cette anticipation. La tête de la libellule bouge aussi pour garder la proie dans une zone précise de son champ visuel en anticipant ses mouvements. Et si la proie change de direction au dernier moment? Leur temps de réaction est fulgurant et leur agilité leur permet d'ajuster leur trajectoire quasi instantanément. C'est pour ça que les taux de capture observés sont si élevés, autour de 95%, parfois même plus. Donc contre leur proie habituelle. Moucheron, mouche, moustique. Oui, ou même parfois d'autres libellules plus petites, elles sont quasiment infaillibles. C'est vraiment la combinaison de tout ça, en fait. Exactement. Pour résumer, ce n'est pas un super pouvoir, mais l'intégration parfaite de plusieurs avantages. Une conception ancienne qui a fait ses preuves, une mécanique de vol hyper sophistiquée, une vision panoramique ultra sensible et un traitement neuronal prédictif ultra rapide. C'est la convergence de tout ça. Ce qui se dégage, c'est l'image d'un chef-d'œuvre de l'évolution. Vraiment. Une formule gagnante qui a traversé les âges. Oui, une formule qui a non seulement permis de survivre pendant plus de 300 millions d'années, mais de continuer à dominer leur niche écologique malgré des changements environnementaux considérables. C'est une leçon de résilience, finalement. Tout à fait, et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Étant donné cette longévité incroyable et cette spécialisation poussée à l'extrême, qu'est-ce que le parcours de la libellule nous apprend sur cet équilibre délicat L'équilibre entre quoi et quoi? entre être hyper spécialisé, hyper performant dans un domaine précis et garder en même temps la flexibilité, l'adaptabilité nécessaires pour survivre aux grands bouleversements, comme les énormes variations du taux d'oxygène qu'elles ont connues par exemple. Hmm. C'est une excellente question. La spécialisation extrême face à l'imprévu à long terme? Voilà, c'est une question d'équilibre évolutif et de résilience sur laquelle on peut méditer, je crois.